Julien Freund soutenait en Sorbonne une thèse de philosophie sur l'essence du politique. Jean Hippolyte, qui était membre du jury, salua ce travail considérable, mais émit une réserve d'importance. Il était choqué par la phrase « Il n'y a de politique que là où il y a un ennemi ». Traducteur passionné de Hegel, Hippolyte croyait à une réconciliation finale et universelle des consciences. Si vous avez raison de définir la politique par la discrimination de l'ami et de l'ennemi, dit-il à Julien Freund, il ne me reste plus qu'à cultiver mon jardin. Et Freund lui répondit, « Vous pensez, monsieur Hippolyte, que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. » Avec ces actes de guerre que sont les attentats de janvier et de novembre, l'année 2015 a tranché ce grand débat philosophique en faveur de Julian Freund. La France post-hitlérienne et post-coloniale ne voulait pas d'ennemis. Le mot même d'ennemi avait disparu de son vocabulaire. L'autre l'avait remplacé. Et cet autre, elle était bien décidée, pour ne pas retomber dans ses vieux démons, à lui faire bon accueil, à combattre toutes les discriminations dont il pouvait faire l'objet. Il serait très dangereux et même désastreux de remettre en question ce parti pris fondamental. Mais l'antiracisme doit prendre garde à sa pétrification idéologique. Et l'autre ne peut plus servir d'alibi ou d'asile conceptuel à l'ennemi, c'est-à-dire, appelons-le par son nom, à l'islamisme radical. Tous les musulmans ne sont pas islamistes, loin s'en faut. Les islamistes sont ceux, parmi les musulmans, qui reprennent à leur compte l'obligation du djihad, c'est-à-dire du combat engagé dès l'origine par le prophète pour l'expansion de l'islam. Après plusieurs siècles de colonialisme et d'impérialisme occidental, les islamistes pensent que l'heure a sonné de la reconquête. Pour les plus violents, la reconquête passe par la terreur. Pour d'autres, plus patients, elle passe par l'influence, c'est-à-dire par la prédication et par la force du nombre. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes et les croyants nos soldats, disait en 1998 celui qui n'était pas encore le sultan du Bosphore, Recep Erdogan. Cette guerre qui nous a été déclarée et dont l'issue est incertaine a d'ores et déjà deux conséquences inattendues que je voudrais brièvement examiner devant vous ce soir. Première conséquence, la réappropriation de l'idée de patrie. On l'a dit, et leurs émouvantes notices biographiques le confirment, la plus grande partie des victimes des attentats du 13 novembre étaient des habitants de Boboland. Ils étaient membres de la première génération qui, ultra connectés, croyaient vivre à l'échelle du globe. La nation était pour eux, ou pour la majorité d'entre eux, une vieillerie. Naviguant sur Internet, mangeant à la table universelle, ayant
des clients, des amis, des partenaires, un peu partout. Il faisait fi des frontières. Libre, volatile, léger, volatile, libre de tout fil à la patte, il se flattait d'appartenir à la société civile mondiale. Ceux qui les pleurent aujourd'hui se réveillent de cette illusion. Les planétaires redescendent sur Terre. Ils comprennent, en proclamant « Je suis en terrasse », qu'une civilisation a été visée. La civilisation urbaine des cafés, de la mixité des conditions et des sexes, et cette civilisation particulière, inscrite dans la géographie et dans l'histoire, ils lui déclarent leur amour en se réappropriant soudain le drapeau tricolore et l'hymne national. À leur propre étonnement, ils regardent la cérémonie d'hommage aux victimes dans la cour des Invalides et ils écoutent avec émotion la Marseillaise, un hymne dont les paroles ne leur paraissent plus sanguinaires mais adéquates. Car il ne s'agit pas de se répandre par le fer et par le sang, il s'agit de se défendre contre de très féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras massacrer nos fils et nos compagnes. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue dans le temps et dans l'espace, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui étant terrestre peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible, écrivait Simone Weil dans son ultime ouvrage L'Enracinement. C'est ce second patriotisme, c'est cette sollicitude et cette inquiétude qui étreignent aujourd'hui les Français, y compris ceux de Bobolande. La deuxième conséquence inattendue de cette guerre qui nous prend de plein fouet, c'est l'apparition d'un nouveau franco-judaïsme. La Révolution française avait été perçue et vécue par beaucoup de Juifs comme une sortie d'Égypte ou une Pâque moderne. L'émancipation revêtait à leurs yeux une signification juive. Ils n'avaient pas le sentiment d'avoir à choisir entre judéité et francité, mais d'être fidèles au message biblique en devenant pleinement français. Ce grand mariage qu'était le franco-judaïsme entre l'idéal biblique et l'idéal républicain n'a pas survécu à la Shoah. Comme l'a écrit Jacqueline Méline-Amar au sortir de la guerre, après 13 ans d'hitlérisme, après 4 ans d'occupation nazie en France, après les camps, les wagons et les fours, il n'est plus un seul juif, croyant ou incroyant, perdu ou retrouvé, qui ne se souvienne qu'il est juif. La routine ou la négligence des uns, la honteuse ignorance des autres, l'intransigeance des premiers, le reniement des seconds, tout a fondu au destin d'Israël. Une fois de plus, ce destin s'est levé comme le tonnerre, a ravagé un ciel serein et fondu comme la foudre sur tous les enfants d'Israël, sans distinction, brûlant au même feu les assimilés et les derniers venus, les justes et les injustes, les innocents et les coupables, les enfants perdus et les enfants prophètes. Les Juifs français, ayant découvert l'irrémissibilité de leur être, pour parler comme Lévinas, la France restait leur pays, mais elle ne pouvait plus être pour eux la terre des accomplissements messianiques. Mais voici qu'un nouveau trait d'union apparaît entre France et judaïsme, celui que tracent les djihadistes. Le 7e numéro du magazine francophone en ligne de l'État islamique, Dar al-Islam, est titré « La France à genoux ». Il y est dit que l'école laïque corrompt l'enfant et l'affaiblit jusqu'à ce qu'enchaîné à ses plus vils instincts, il soit esclave des vrais maîtres de l'Occident,
les juifs corrupteurs. Le franco-judaïsme a échoué parce que la modernité démocratique n'a pas mis fin à l'antisémitisme. Au contraire, l'antisémitisme a pris avec Hitler une forme apocalyptique. Aujourd'hui, l'antisémitisme ressurgit et il va de pair avec la haine de la France. Les Juifs et la France sont ensemble la cible de l'ennemi. Le franco-judaïsme renaît donc, non plus cette fois comme accomplissement messianique, mais plus tragiquement comme communauté de destin. Je vous remercie.